Les dirigeants ouest-africains appellent le Conseil de sécurité de l'ONU à accélérer le processus d'adoption d'une résolution pour autoriser l'envoi d'une force au Mali. Ils l'ont fait savoir à la fin des travaux du 41e sommet de la CEDEAO à Yamoussoukro. Tournée de 4 jours du président de l'interprofession de la filière des mangues dans les bassins de production des mangues, il en ressort que la campagne 2012 est déficitaire. Le gouvernement vient de découvrir 2000 faux diplômes dans la fonction publique malienne. Les autorités ont engagé des mesures fermes contre les détenteurs de faux diplômes. Nous en parlerons en fin de journal. Nous sommes samedi 30 juin. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est achevé hier tard dans la soirée. Les dirigeants ouest-africains ont, comme on pouvait s'y attendre, parlé du Mali. Ils ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à accélérer le processus d'adoption d'une résolution pour autoriser l'envoi d'une force au Mali. C'est la principale décision issue de ces assises. Le récit de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro, Dembawan et Ibrahima Traoré. Agir vite et de concert pour éviter l'enlisement de la situation dans le nord du Mali, c'est la conviction des dirigeants ouest-africains. Réunis pour le 41e sommet de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement demandent un feu vert urgent du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement des troupes au Mali. La CEDEAO est fermement attachée au protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance et à celui sur les mécanismes de prévention et de règlement des conflits. Suite à vos décisions pertinentes, nous avons engagé un dialogue avec le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'effet d'obtenir une résolution en vue du déploiement, sous le chapitre 7 de la Charte de l'ONU, de la force en attente de la CEDEAO au Mali pour aider le pays à faire face à la crise sécuritaire lourde de dangers, non seulement pour notre région, mais aussi pour la communauté internationale. L'UA est également convaincu qu'il est indispensable de parachever en priorité le processus de restauration de l'ordre constitutionnel, d'appuyer les institutions de la transition, de faciliter le dialogue entre tous les acteurs maliens et de bâtir le consensus le plus large possible pour permettre aux autorités maliennes de conduire les négociations et mener l'action nécessaire au rétablissement de l'autorité de l'État et à la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale au Mali. Pour accélérer le déploiement d'une force d'intervention, la CEDEAO a décidé de l'envoi immédiat d'une mission technique d'évaluation au Mali pour préparer le terrain. Les chefs d'État et de gouvernement ont renouvelé leur engagement pour un règlement pacifique, mais réitéré leur décision de recourir à une intervention armée si nécessaire. Grâce à votre soutien et à celui de la communauté internationale, notre communauté a pris des décisions concrètes et courageuses en vue d'un règlement approprié de ces deux crises. Je suis convaincu qu'ensemble, unis et solidaires, nous pourrons relever tous ces défis et réaliser nos ambitions communes pour le mieux-être de nos populations. Les chefs d'État et de gouvernement se sont inquiétés de l'objectif des groupes terroristes de créer dans le nord du Mali un sanctuaire et un centre de coordination pour les réseaux terroristes du continent. La persistance de cette situation précaire constituera un danger pour la paix et la sécurité régionale et internationale, ont averti les dirigeants ouest-africains. Le Premier ministre qui était donc à Yamoussoukro a regagné Bamako hier soir. Cheikh Modibo Diarra a pris part aux travaux du 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre malien a réaffirmé avec force ce qui est la priorité pour son gouvernement. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Dembawan et Ibrahima Traoré.
Les communautés africaines sont mobilisées pour aider le Mali à retrouver très vite la paix. Le Premier ministre s'en est rendu compte dès son arrivée dans la capitale politique ivoirienne. Cheikh Modibo Diarra est venu réaffirmer avec détermination que la priorité des priorités pour son gouvernement restait la reconquête des zones occupées dans le nord du Mali. Le Premier ministre s'est réjoui de la confirmation des pays membres de la CEDEAO de leur disposition à aider le Mali dans ce domaine. Il se dit prêt à accueillir une équipe d'évaluation afin d'étudier et de définir les modalités de sa contribution multiforme. Le chef du gouvernement a saisi cette opportunité pour informer les participants des progrès réalisés par le gouvernement de transition en 2 mois d'existence. L'on retient surtout l'adoption de lois destinées à mettre en œuvre les décisions de la CEDEAO contenues dans l'accord cadre du 6 avril 2012. Il s'agit notamment de l'amnistie aux personnes impliquées dans les événements du 22 mars 2012, de l'indemnisation des victimes de la guerre, de la prolongation du mandat des députés pour la période de transition et de la création d'un comité pour le suivi de la réforme des forces armées et de sécurité. Le Premier ministre a réitéré sa volonté d'associer tous les Maliens à la réussite des tâches dévolues au gouvernement de transition. C'est ce qui explique justement la proposition d'un cadre de concertation regroupant toutes les forces vives du Mali. Session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les travaux ont pris fin hier soir. Sur 21 projets de loi en instance, 4 nouveaux ont été adoptés, parmi lesquels la loi d'amnistie, celle portant sur l'indemnisation, la loi sur le comité militaire et celle qui proroge le mandat des députés. Au terme des travaux, les députés restent convaincus que le nord du Mali sera libéré très prochainement. Écoutons le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Younousi Touré. Il est au micro de Alpha Maïga. Nous avions eu 21 dépôts en instance, datant souvent de plusieurs mois et relatifs à différents sujets. De nouveaux projets de loi ont été reçus. Ils concernaient pour l'essentiel ceux prévus dans l'accord cadre signé entre la CEDEAO et le CNRE pour le retour à la paix. Dans ce cadre, l'Assemblée nationale devait adopter 5 projets cités dans l'accord et il nous a été présenté à l'heure actuelle 4 projets que nous avons adoptés. Nous les avons adoptés dans un esprit qui engage l'Assemblée nationale à jouer l'apaisement sans se renier. Une interpellation du gouvernement a été formulée, adressée au Premier ministre, mais malheureusement, compte tenu de la situation exceptionnelle que nous comprenons, cette interpellation n'a pu avoir lieu. Le Mali, j'en suis sûr, avec des hommes et des femmes qu'on vaincra. Et toujours à l'hémicycle, la mission de parlementaires panafricains en séjour ici au Mali a rencontré ce matin le bureau de l'Assemblée nationale. Objectif, faire le bilan de la visite de travail qui a débuté depuis le 26 juin dernier. Au cours de son séjour, la délégation a eu des entretiens avec l'ensemble des parties prenantes de la crise qui traverse le Mali. Roger Kodo Ndang est le premier vice-président du Parlement panafricain. Il s'est dit satisfait de la mission. Il est au micro de Amadou Sankari. Nous sommes venus nous informer et à ce jour, je peux dire que le bilan de ma mission est satisfaisant. Nous avons eu le maximum d'informations possibles qui nous clarifient la situation qui prévaut actuellement au Mali. Vous savez, la situation du Mali est très préoccupante car il s'agit d'une situation sécuritaire, humanitaire et institutionnelle et également l'occupation du territoire malien dans le nord qui est servi aujourd'hui comme arrière-base aux groupes terroristes. Donc c'est une situation qui préoccupe l'Afrique, qui préoccupe le Mali, la sous-région ouest africaine, le continent africain et le monde de manière générale. Vous avez rencontré les autorités militaires, politiques, la société civile. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a 2 constats qui se dégagent.
la société malienne prend gravement compte de la situation qui prévaut. Ça, la prise de conscience, déjà, ça voudrait dire l'espoir. Et puis, il y a le fait que les Maliens, quel que soit leur bord, veulent dialoguer. Et cet aspect, le Mali qui est reconnu traditionnellement d'un pays où l'arbre à palabre a toujours dominé dans la recherche des solutions aux problèmes, dont aujourd'hui, nous voyons les Maliens, quelle que soit l'origine, ils veulent parler entre eux. Et toujours en parlant du nord du Mali, après les affrontements entre groupes armés dans la ville de Tombouctou, les habitants de la cité des 3333 saints ont vécu aujourd'hui quelque chose de plus dur. Les islamistes ont profané aujourd'hui les mausolées des saints de la ville, une destruction sous garde armée et sous les regards impuissants des populations. Pour en parler, nous avons pu joindre dans l'après-midi par téléphone un jeune habitant de Tombouctou qui dit se sentir très mal après cette profanation. Il a préféré garder l'anonymat et répond ici aux questions de Tchessera Dambi. Aujourd'hui, depuis le matin de bonne heure, les islamistes qui sont présents ici à Tombouctou ont commencé à profaner les mausolées. Moi, j'ai été surtout témoin de ce qui s'est passé à Bellefarandi avec le saint Alpha Moya. Là, j'étais là-bas, j'étais présent. Pour empêcher la population vraiment de s'approcher des lieux, ils avaient aligné des véhicules bien armés pour que personne n'arrive à être présent et témoin de ce qui se passe. Comme ils ont construit des maisons sur le cimetière du Saint Alpha Moya, donc ils ont tout détruit jusqu'en bas. Selon certaines informations, ils auraient touché jusqu'à 3 à 4 cimetières où il y a des mausolées. C'est ce que j'aurais appris, mais là je vous ai dit, là où j'ai été vraiment témoin de l'acte même. Là, j'étais là-bas, j'étais présent. Donc, il n'y a eu aucune réaction des populations présentes? La population ne pouvait pas réagir parce qu'ils avaient aligné des véhicules et ils avaient dit qu'ils vont tirer sur toute personne qui essaie de s'approcher du lieu. Et finalement, ils ont même pu arriver à disperser la population qui était là en train vraiment de se manifester. Sinon, nous-mêmes, parmi nous, il y avait des jeunes qui avaient essayé de réagir. Mais vu que vraiment ils sont bien armés, on ne peut pas réagir. Nous avons demandé aux gens de rester tranquilles. Et certainement qu'après, ça serait des actes qui seront finis par l'État, bien sûr. Que représente le mausolée? Il représente grand chose. Et nos saints, nous supposons d'ailleurs que c'est les 333 saints qui protègent vraiment la ville sainte de Tombouctou. Donc c'est très important. Et surtout que chaque vendredi, la population se rend là-bas pour prier, faire des bénédictions. Franchement, c'est très très important pour la population tombouctienne. Quel est le message que vous lancez aujourd'hui, vous, en tant qu'habitant malien dans la ville de Tombouctou par rapport à cette situation? Nous demandons vraiment à l'État malien de réagir vite. Parce que quelle qu'en soit notre force, quel qu'en soit notre courage, on ne pourra pas éternellement résister contre des groupes armés. Voilà, c'était là le témoignage d'un jeune de la cité des 333 saints, joint par téléphone par Tchessera Dambélé. Et face à cette profanation, nous avons eu des communiqués à notre rédaction, notamment celui du gouvernement. Le gouvernement apprend avec indignation ce samedi 30 juin 2012 que les groupes extrémistes armés s'en prennent aux mausolées et aux tombes dans la ville de Tombouctou. Le gouvernement condamne cette furie destructrice assimilable à des crimes de guerre et s'apprête à engager des poursuites contre leurs auteurs aussi bien au plan national qu'au plan international. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour identifier les auteurs de telles attaques et les traduire devant les juridictions compétentes conformément aux lois en vigueur. Dans ce sens, le Conseil des ministres a déjà approuvé le principe de la saisine de la Cour pénale internationale et un groupe de travail est à pied d'œuvre à cet effet. Le gouvernement tient à attirer encore une fois l'attention de la communauté internationale sur ces pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam, religion de paix et de tolérance dont prétendent se réclamer des extrémistes sans foi ni loi. Le peuple malien continuera de s'opposer à ces pratiques obscurantistes qui heurtent ses valeurs culturelles et la morale internationale. Et aussi ce communiqué de l'Observatoire des droits humains et de la paix. L'Observatoire des droits humains et de la paix condamne fermement
fermement la destruction délibérée des mausolées de certains des 333 saints vénérés de la ville sainte de Tombouctou par des groupes terroristes. La violation systématique de ces lieux de recueillement et de prière qui représentent depuis des siècles une partie de l'âme de cette prestigieuse cité sainte constitue une atteinte grave de la liberté religieuse, un crime de guerre. En 5e région ont été lancées hier les journées nationales de vaccination couplées à la semaine d'intensification des activités de nutrition. Cette campagne coûtera 750 millions de francs CFA et mobilisera 20 000 vaccinateurs et plus de 3 000 superviseurs. La cérémonie qui a eu pour cadre le cité des déplacés de Sévaré était coprésidée par le ministre de la Santé et son collègue de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées de Mopti. Le reportage de Yaya Bokoum. Au cours de ces journées, 5 788 581 enfants âgés de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite. 5 262 346 enfants âgés de 6 à 59 mois et 14 617 femmes en postpartum immédiat devront recevoir de la vitamine A. Et 997 215 enfants âgés de 12 à 59 mois recevront l'albendazole. La stratégie retenue est celle dite du porte-à-porte combiné aux stratégies fixes, avancées et mobiles pour un coût global de 750 millions de francs CFA avec une mobilisation de plus de 20 000 vaccinateurs et plus de 3 000 superviseurs. Objectif, interrompre la circulation du poliovirus sauvage, renforcer l'immunité des enfants, combattre la malnutrition et débarrasser les enfants des vers intestinaux. Il est l'expression de la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour assurer le bien-être physique, mental et social de l'ensemble des populations du Mali, pluriel, mais un Mali, un et indivisible. Les partenaires techniques et financiers présents à la cérémonie ont salué les efforts consentis par le gouvernement dans l'initiative mondiale d'éradication de la polio et au délai imparti pour arrêter toute circulation du virus. Je voudrais déjà me réjouir du fait que depuis le 23 juin 2011, il y a donc exactement un an, le Mali n'a pas notifié de cas de poliovirus sauvage. N'est-ce pas une excellente nouvelle, messieurs les ministres, chers invités? Une excellente nouvelle qui mérite d'être chaleureusement saluée. Mopti nous offre l'occasion de confirmer notre constance dans la lutte contre la poliomyélite. Après l'administration des gouttes VPO à quelques enfants du site des déplacés, le ministre de la Santé et son homologue de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées ont visité le camp des populations déplacées, le nouvel hôpital et l'Institut de formation en sciences de la santé de Mopti à Sévaré. 2 infrastructures construites et équipées par l'AZKR Mali. Et toujours en 5e région, le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées et ses partenaires se mobilisent pour plus de solidarité en faveur des déplacés du nord du Mali, ce qui s'est concrétisé par la remise aux déplacés d'une importante quantité de vivres. Le reportage là-dessus de Moustapha Doumbia. À travers cette donation, le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées témoigne son engagement à soutenir les populations déplacées du Nord à Mopti. Le don est composé de 50 tonnes de riz, 30 balles de moustiquaires et 20 cartons d'aquatable. Et c'est le site d'hébergement des déplacés à Sévaré qui a servi de cadre à la cérémonie de remise. Mopti a la particularité sur l'ensemble du Mali d'habiliter le seul camp de déplacés. À la date du 25 juin 2012, il a été recensé 27 315 personnes déplacées dans la région de Mopti. Au nombre de ces personnes déplacées, on compte 22 987 pour les cercles de Mopti, 693 personnes pour les cercles de Bankasso, 582 pour Bandiagara, 2110 pour Djéné et 500 personnes pour les cercles de Koro. Le nombre d'enfants scolarisés au niveau de la région est de 2 993 contre 229 personnes âgées. Des données qui suffisent pour comprendre la mobilisation du département en charge de l'action humanitaire et ses partenaires, dont l'Organisation mondiale de la santé. Je voudrais, en cette heureuse circonstance, remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui sont présents et qui nous soutiennent dans cette action douloureuse
qui est la réponse humanitaire. A signalé la présence du ministre de la Santé ainsi que celle de la représentante de l'OMS au Mali et d'autres personnalités à cette cérémonie de remise des dons. La visite du site d'hébergement des déplacés a mis fin à la cérémonie. Et à propos du nord du Mali, les responsables du Parti pour l'action civique et patriotique proposent des plans de sortie de crise. Il s'agit notamment de l'appui de tous les fils du pays au gouvernement dans ses efforts de recherche d'une solution durable et d'un sursaut national. La proposition a été faite aujourd'hui même ici à Bamako au cours d'une conférence de presse. Tchemoro Konaté, reportage. Une solution malienne à la crise politique et sécuritaire malienne. C'est le message lancé ce samedi par le président du Parti pour l'action civique et patriotique face à la presse. Pour atteindre cet objectif, Yaya Maki a exhorté tous et chacun à un sursaut national et à une synergie d'action. Ce qui passe, selon lui, par l'appui au gouvernement dans ses efforts de recherche de solutions à la crise. Un gouvernement dont le PACP s'est dit opposé à toute tentative de dissolution. Nous devons nous joindre à ce gouvernement pour qu'ensemble nous puissions relever le défi. Nous pouvons faire cela en tant que parti politique, en tant que membre de la société civile. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une opposition en ce moment où le pays traverse une crise profonde. L'occasion était bonne pour évoquer l'une des actions phares du parti. Il s'agit bien entendu de la visite à des centaines de réfugiés au pays des hommes intègres. Le président et ses hommes étaient allés s'enquérir des conditions de vie de nos compatriotes et par la suite leur apporter un soutien moral et financier. Les questions des journalistes ont notamment porté sur la prolongation du mandat des députés et les choix entre le dialogue et l'intervention militaire. En réponse, le président a déclaré que le pouvoir des élus devient un pouvoir de consensus à partir du 12 août prochain et que tous les moyens sont permis pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire le Mali. L'Union pour la République et la démocratie URD a célébré aujourd'hui son 9e anniversaire, placé sous le signe de la situation politique et sécuritaire du Mali. Pour une sortie des crises, le parti a fait certaines propositions, dont la mise en place d'un gouvernement inclusif et l'équipement des forces armées pour la reconquête du nord du Mali. Pour l'URD, la situation actuelle du pays exige des Maliens plus d'amitié et de solidarité. Brahma Traoré, les détails. 9e anniversaire de la création de l'Union pour la République et la démocratie URD. Un anniversaire célébré cette année sur fond de crise, puisqu'il intervient au moment où notre pays fait face à une rébellion armée. Une raison suffisante pour consacrer l'événement à la situation politique et sécuritaire du Mali. Au parti de la poignée des mains, on est convaincu d'une chose, la situation actuelle du Mali nécessite une unité d'action. Il n'est pas normal que dans cette crise fondamentale, lorsque toute la sous-région essaie de venir à notre aide, que nous, au Mali, on disperse nos efforts. Ça n'a aucun sens. L'heure est tellement grave que l'appel que nous avons lancé, c'est l'union sacrée des patriotes et des démocrates pour sauver notre pays. Pour une sortie des crises, l'URD propose la formation d'un gouvernement inclusif, l'équipement adéquat des forces armées et l'intervention sans délai des troupes de la CEDEAO sous mandat de l'ONU, entre autres. Pour les partis, l'essentiel aujourd'hui est la reconquête des villes du Nord occupées par les bandits armés. Le Mali doit récupérer son territoire. Et je demande à tous les militants et les militantes de l'URD de se battre pour que nous puissions retrouver notre territoire. Dans un message, le parrain de l'URD, Soumaïla Cissé, a appelé tous les Maliens à une union sacrée, à une solidarité renforcée. Condition sine qua non selon lui pour sortir notre pays de cette situation. Le pays est au-dessus de tout. Aucun sacrifice n'est de trop pour rétablir la démocratie et réunifier le pays. Je sais que le Mali sortira grandi de cette épreuve. Notre parti continuera d'être à l'avant-garde du combat pour la démocratie, l'éthique et les valeurs qui ont fondé et fondent le Mali éternel. Les militants de l'URD se sont donc quittés sur ce souhait que le 10e anniversaire du parti soit célébré dans un Mali uni, solidaire et prospère.
Le Mali célèbre aujourd'hui la journée de la Renaissance scientifique en Afrique. Cette journée vise à la mobilisation de la communauté scientifique pour assurer un développement endogène de chaque pays africain. Le thème retenu cette année est la procédure d'inscription aux fonctions de recherche au niveau national et du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Le point c'est avec Tamsir Djabati. La journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique est une initiative des hommes de science en Afrique, initiative prise lors du premier congrès en 1987 à Brazzaville. Depuis cette date, le Mali a mis un accent sur l'amélioration des conditions de travail des chercheurs. Cela se justifie par la création du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Le taux de rejet des dossiers de candidature aux fonctions de recherche est élevé. À titre d'exemple, en 2009, il y a eu 80% de rejet. Et en 2011, 70%. C'est au titre des évaluations de la Sénat au niveau national. L'inscription sur une liste d'aptitudes dépend pour une grande part de la production scientifique du candidat. Il s'agit à travers cette journée de renforcer le développement du système national de recherche scientifique en Afrique. Voilà pourquoi les chercheurs maliens sont unanimes qu'il faut une procédure d'inscription aux fonctions de recherche au niveau national et du CAMES. Les inscriptions sur la liste d'aptitudes contribuent à la mise en œuvre du dispositif législatif et réglementaire relatif au statut des chercheurs. À cet effet, la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitudes, qui se tient chaque année, reçoit et traite de nombreux dossiers de demande d'inscription aux fonctions de recherche. Cependant, le nombre d'inscrits reste faible. Au dur du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la recherche est un investissement sûr pour l'avenir. Cependant, les communications de la journée ont porté sur la promotion des enseignants-chercheurs par voie du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Et au même moment se concertaient les administrateurs du réseau des caisses d'épargne et de crédit, les entrepreneurs et les commerçants. C'était au centre du secteur privé. Au cours de cette rencontre, il a été question de présentation du rapport d'activité 2011, d'examen et d'adoption des procès-verbaux et d'analyse et d'adoption du projet de programme d'activité 2012. Pour 2012 donc, la KIC Djigui ambitionne de mettre un accent particulier sur les activités du réseau. Les détails, c'est avec Abdraman Maïga. Faire le bilan des réalisations effectuées, analyser les difficultés rencontrées et faire des propositions de solutions pour une meilleure orientation des activités futures de la KICI Djigui, tels sont entre autres points inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale annuelle du réseau des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et des commerçants. Cette rencontre doit permettre à une trentaine de délégués venus de Bamako et de l'intérieur du Mali d'avoir une certaine idée sur les états financiers de l'année 2010, d'adopter le rapport d'activité 2010, le procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire 2010, ainsi que celui de l'Assemblée générale extraordinaire de 2012. À l'échelle du réseau, le total du bilan après élimination comptable des opérations réciproques union caisse de base a augmenté de 0,9% en 12 mois. 2011 a également été marqué à la KIC Djigui par un certain nombre d'événements qui ont eu pour conséquence la baisse de l'encours de dépôt de 6%, de 13% de l'encours de crédit et les excédents de 2%. Malgré cet état de fait, la KIC Djigui a également connu en 2011 une augmentation de son sous-secrétariat et de ses fonds propres, qui ont respectivement connu une augmentation de 8,3% et 5% et une diminution des crédits en souffrance de 34%. Les efforts, l'engagement, la patience, la tolérance, les sacrifices et la solidarité des uns et des autres ont largement contribué à réaliser les objectifs budgétaires et à maintenir une capitalisation globalement positive, nonobstant une conjoncture nationale et internationale notamment défavorable. Pour faire face à ces difficultés et atteindre les objectifs escomptés, la KIC Djigui ambitionne d'entreprendre courant 2012 une série d'activités. Elle concerne entre autres l'intensification de l'offre de crédits rentables, l'amélioration du taux de remboursement des crédits autorisés et la maîtrise des charges.
Une autre assemblée générale, celle du réseau des caisses mutualistes de l'éducation et de la culture, CAMEC, et qui est en hausse de 42%, soit 3,229 milliards de francs CFA. Cette 11e assemblée générale de la caisse vient de se tenir au siège du dit réseau. Pour l'occasion, les délégués de 28 000 sociétaires étaient rassemblés à l'ex-Djigisseme en commune 5. Compte rendu Moïse Traoré. La 11e Assemblée générale annuelle du réseau des caisses mutualistes de l'éducation et de la culture CAMEC débat autour des comptes de l'exercice bouclé au 31 décembre 2011. Le rapport moral du dit exercice est également au cœur des débats. Notre total bilan se chiffre à 3,229 milliards de francs CFA contre 2,280 millions au 31-12-2010, soit une hausse de 42%. Des augmentations de salaire, des augmentations d'indemnités ou de primes. Mais vous convenez avec moi que cela ne saurait être suffisant pour assurer l'émancipation des hommes et des femmes qui, au quotidien, travaillent à l'émergence d'un système éducatif performant. L'Assemblée générale a rendu hommage aux mutualistes tombés au nord. Depuis le début des hostilités, 10 caisses localisées y ont été pillées. Une situation qui n'arrête pas les avancées. Toutefois, la CAMEC totalise actuellement 103 millions de créances en souffrance sur un encours de 1,542 milliard. La concurrence n'est pas en soi mauvaise si elle se fait loyalement. Je vous invite de résister à ce phénomène dans les règles de l'art. Enfin, j'insiste sur le respect scrupuleux de vos règles et procédures de gestion, ainsi que la sauvegarde des intérêts de vos sociétaires. Le réseau de la CAMEC compte 28 000 sociétaires à travers le pays, excepté Kidal. Comme annoncé dans le sommaire, le président de l'interprofession de la filière des mangues a effectué une tournée de 4 jours dans les bassins de production des mangues de la région de Koulikoro et du district de Bamako. Il s'agissait pour lui d'échanger avec les coproducteurs sur l'amélioration de la qualité de la mangue suite aux formations qu'ils ont reçues sur les bonnes pratiques agricoles. Le président de cette filière a constaté que la campagne 2012 est déficitaire car les producteurs n'ont pas pu atteindre les 20 000 tonnes que la filière des mangues s'était fixée. Daouda Sidiki Diarra est notre envoyé spécial. Après sa mise en place en décembre dernier, l'interprofession de la filière des mangues du Mali a initié cette mission pour effectuer un suivi de la campagne de production et de commercialisation de la mangue en 2012. C'est ainsi que la mission a visité les vergers de manguiers de certains producteurs de Dara et de Wenzendougou. Ces vergers sont âgés de plus de 40 ans et les manguiers ont besoin d'être taillés pour un rendement meilleur. Ici, les producteurs ont des soucis pour mieux vendre. Je vais parler de l'accès. Pour venir chez nous, l'accès de la route, bon, vraiment, ça nous inquiète beaucoup. L'entretien même du champ, les moyens. Suite aux dégâts des mouches sur les mangues et la crise que traverse notre pays, les producteurs n'ont pas pu atteindre les 20 000 tonnes qu'ils s'étaient fixées au cours de cette campagne qui s'est prématurément arrêtée. Présentement, nous avons plus de 16 conteneurs qui sont en souffrance à Abidjan. Et c'est vraiment des sérieux problèmes pour nous. Scientifiquement, la durée de la vie d'une mangue, c'est 28 jours. Nous avons constaté que le nord du Mali également, qui est un marché très important, on n'a pas pu amener nos produits sur ces marchés-là, alors qu'on avait une prévision de 300 tonnes par jour sur ces marchés. La visite s'est poursuivie dans quelques stations de conditionnement de mangue. Ici, les mangues sont triées et gardées dans des chambres froides. À Yafala, plus de 100 personnes travaillent. Ces ouvriers traitent 1000 tonnes de mangue par jour. Pour mieux approvisionner les exportateurs, il y a lieu d'échanger de technologies. Il faut qu'on aille maintenant vers ce qu'on appelle les vergers haute densité. Parce que dans un premier temps, les producteurs vous ont dit sur les terrains, leurs pères et grands-pères ont fait des vergers, mais c'était dans un autre objectif. Maintenant, l'objectif, c'est de se faire de l'argent et ils doivent changer leur façon de travailler. Il faut urgemment commencer à faire de nouveaux vergers. Également, nous avons un problème, surtout autour de Bamako et environ,
que vraiment l'extension de la ville est en train de bouffer nos vergers, parce que là, nous ne sommes plus en sécurité. L'un des temps forts de la visite des unités de transformation des mangues. Ces transformatrices partagent les mêmes problèmes qui limitent l'accès au marché. Dans la transformation des fruits locaux, on n'a pas d'emballage adéquat disponible sur le marché. En plus de cela, il y a plein de transformatrices qui n'ont pas un site aussi de travail. Le président de l'interprofession de la filière des mangues a pris bonne note des doléances et s'est dit prêt à adopter de nouvelles stratégies visant à accroître la production et l'amélioration de la qualité des mangues du Mali qui sont tant prisées sur le marché international. La 6e édition de la journée d'activité socio-éducative de la Maison des Jeunes de Bamako s'est tenue hier dans l'enceinte du dit établissement. Cette journée a pour but de réunir les jeunes et les enfants dans un cadre convivial extrascolaire pour le plein épanouissement de cette couche. Cette édition a été l'occasion pour les organisateurs de rendre hommage aux enfants déplacés du nord du Mali. Abdul Karim Kaba. Initiée par la Maison des Jeunes de Bamako, la journée d'activité socio-éducative traduit la volonté de l'établissement à contribuer à l'épanouissement des enfants. La journée est organisée chaque année et pour cette 6e édition, le thème est la tolérance, le pardon et la paix. Ce choix n'est pas fortuit. Cette 6e édition des Jazz se déroule dans un contexte particulier, marqué par la situation de crise que connaît notre pays. La fragilisation de notre tissu social a plus que jamais affecté toutes les couches. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que le Mali, notre Mali, a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles pour la reconstruction nationale. Les activités extrascolaires constituent des cadres d'apprentissage de la vie en communauté, de la citoyenneté et du développement de la personnalité. Le ministre délégué chargé de la jeunesse et de la formation professionnelle a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation de cette journée. Je voudrais saisir cette occasion pour témoigner à toutes et à tous la reconnaissance du département en charge de la jeunesse pour votre appui et votre soutien combien précieux pour la réussite de notre manifestation. Le programme d'activité qui nous est proposé durant ces 2 jours s'inscrit bien dans le cadre d'un élan de solidarité avec les enfants du nord du Mali, soumis en ce moment aux affres de la guerre et toutes ses conséquences néfastes pour leur éducation, leur développement social, pour leur vie tout court. Cette journée d'activité socio-éducative marque également le lancement officiel des activités de la Maison des Jeunes au titre de l'année 2011-2012. Certaines écoles du Cap de Bamako ont compéti en chorégraphie, sketch et poésie sur la paix. Thème de la journée oblige. Autre temps fort de cette journée, la remise des vêtements et des matériels scolaires aux enfants déplacés du Nord. Des prestations d'artistes ont meublé la cérémonie. Une très belle cérémonie. Et nous en venons au grand format de cette édition avec ces chiffres qui étonnent. 2000 faux diplômes dans la fonction publique malienne. C'est ce qui vient de découvrir le gouvernement. Le phénomène est survenu surtout après l'intégration des contractuels à la fonction publique. Mais d'autres types de faux diplômes ont été aussi décelés pour mettre fin très vite à cette pratique. Les autorités ont engagé des mesures fermes contre les détenteurs de faux diplômes douteux. Qui vont devenir ces titulaires de faux diplômes? Comment et où sont confectionnés ces faux diplômes? Quelques éléments de réponse dans ces dossiers signés Ibrahim Traoré. Actuellement au Mali, les titulaires de faux diplômes dans l'administration publique ne dorment que d'un œil. Une étude vient de déceler 2000 fonctionnaires qui n'ont pas de diplôme authentique. Un chiffre qui sera certainement revu à la hausse les jours à venir, des centaines de dossiers étant encore en cours de traitement. Comment a-t-on pu le déceler? Je dois dire d'abord que je l'ai trouvé ici. C'est à la faveur de la décision du gouvernement d'intégrer les contractuels des catégories A, B et C dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique territoriale pour les contractuels des collectivités territoriales que ce phénomène est apparu.
Ces fraudeurs se trouvent partout dans l'administration malienne, de la présidence de la République à la primature, en passant par les départements ministériels jusque dans les services déconcentrés. Le secteur de l'éducation est le plus concerné. Mais la question que l'on se pose est de savoir comment et où sont confectionnés ces faux diplômes. Voilà un cas par exemple. Le certificat d'aptitude professionnelle. D'abord, le diplôme, apparemment, c'est un diplôme. Mais déjà, à un premier contrôle visuel, le signataire, cette signature-là est fausse. Il est intéressé à scanner certainement un diplôme. Et ensuite, on a imité la signature. Voilà. L'informatique est tellement développée et de nos jours, il est très facile de faire de faux diplômes. Mais cette procédure qui est en place et qui est en fait efficace, c'est la vérification au niveau des institutions qui ont fourni ces diplômes-là, dont les noms se trouvent sur les diplômes. Difficile donc de situer les responsabilités. Le phénomène est condamné partout où nous sommes passés, écoles publiques, privées ou autres structures. Elles sont toutes concernées ou soupçonnées par la population d'être responsables. Quel est le rôle des uns et des autres dans le traitement des dossiers? Nous ne fabriquons pas de diplômes, nous ne délivrons pas de diplômes. Nous donnons une lettre d'équivalence pour les diplômes étrangers. Et pour les authentifications, on est souvent sollicité et on sert d'intermédiaire. Les faux diplômes ne viennent pas de chez nous. Au contraire, nous sommes ceux-là qui traquent les faux diplômes. Parce que chaque fois qu'il y a intégration, comme je l'ai dit, et même des États-Unis, ceux de nos étudiants qui finissent ou bien des Maliens qui vont aux États-Unis, en France, il y a des institutions qui nous envoient des diplômes pour authentification. Les faux diplômes ne viennent pas ici. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des tentatives, mais on est vigilant. On reste vigilant. Donc, il faut savoir qu'il y a une certaine collaboration entre les universités privées. Oui. Sans doute, la guerre est désormais engagée entre le gouvernement et les détenteurs de diplômes douteux. Le ministre en charge de la question dit être ferme. La seule voie d'entrée des catégories A, B et C dans la fonction publique reste le concours. Les textes en vigueur s'occuperont en bonne et due forme de tous ceux qui ont intégré illégalement la fonction publique par des voies obscures. Pour l'instant, ceux qui ont été intégrés indûment, on les a... leur intégration dans la fonction publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils étaient contractuels sur la base de vrais diplômes, ils peuvent rester contractuels. Si effectivement leur statut de contractuel est dû aussi à des faux diplômes, ils seront purement et simplement radiés. Mais ceux-là, ils ne sont pas nombreux, ils sont environ 148 à 150. Maintenant, le reste, nous avons encore 622 qui sont en attente d'intégration dans la fonction publique. Ceux-là, ils ne seront pas intégrés, tout simplement. Ils ne seront pas intégrés. Mais on va aussi examiner leur statut de contractuel. Est-ce que leur statut de contractuel, ils le doivent à des faux diplômes? Si c'est le cas, ils seront purement et simplement radiés, conformément aux dispositions réglementaires. Ceux qui ont les diplômes n'ont pas le travail. Pendant qu'il y a des choses, des usurpateurs ou bien des choses, des faux usagers qui sont là à prendre ou bien à bénéficier à la place de ceux qui doivent le mériter. C'est une bonne initiative que le gouvernement a entrepris. Donc je pense que vraiment, avec ces faux diplômes, il y a des gens qui sont dans les fonctions qui ne méritent pas des postes qu'ils sont en train d'occuper. Donc j'encourage vraiment le gouvernement à aller jusqu'au bout. Des systèmes de contrôle se développent à tous les niveaux pour empêcher les gens de produire des faux diplômes. C'est le cas à la Direction nationale de la fonction publique qui met en place actuellement un serveur afin de suivre en temps réel toute la chaîne de traitement des documents. Ici, est installé un serveur qui va, bien sûr, auquel maintenant seront connectés l'ensemble des utilisateurs, des gestionnaires. Des gestionnaires, notamment les DFM, les DRH, les gouverneurs de région, et on aura la possibilité, même étant à l'étranger, de consulter le fichier de la fonction publique à partir d'une ambassade. Donc c'est un programme qui sera développé sur web et maintenant accessible même à l'extérieur. Cette affaire de faux diplômes est sans doute profonde, très profonde. Seules des enquêtes sérieuses pourront édifier davantage les Maliens. Un challenge important pour la nouvelle équipe gouvernementale.
Voilà, si vous avez de faux diplômes, vous êtes recherché. Un week-end de sport avec cette bonne nouvelle. Coupe de la Confédération, tour de cadrage aller cet après-midi. Le stade malien de Bamako a battu le club Omnisport de Meknes du Maroc. 3-0 et pris une sérieuse option sur la qualification en phase de poule. Silagatou Sissé nous résume le match. 3 ans après avoir soulevé le trophée, le stade malien de Bamako a enfilé de nouveau le maillot pour la conquête du précieux métal en Coupe de la Confédération. Cela commence par le tour de cadrage aller face au club Omnisport de Meknes. Les Marocains posent beaucoup de difficultés aux stadistes retranchés dans leur moitié de terrain. Les Blancs ouvrent cependant le score juste avant la pause. Bakary Dembélé, sur un centre millimétré, trouve la tête de Lamine Diawara. 1-0. Le stade malien de Bamako hausse son niveau de jeu. 64e minute, sur une incursion, Oumar Kida voit son tir toucher la main d'un défenseur marocain. Moussa Koulibaly transforme 2-0. Le stade malien puise dans ses dernières ressources pour marquer le 3e but par Ousmane Cissé à la 87e minute. Un pas a été franchi avant le retour dans 2 semaines à Meknes. Le début a été très difficile, mais on a été patient, on a joué notre jeu jusqu'à ce qu'on a marqué les premiers buts. Je crois que c'est le premier but qui a été le déclic. Finalement, on s'est donné la main, on a trouvé la confiance et puis on a marqué 3 buts. On va continuer à préparer les matchs de retour pour aller se qualifier là-bas, Inch'Allah. Ce match est venu dans un très mauvais moment pour nous parce qu'on n'a pas encore commencé le championnat chez nous. Donc l'équipe n'a pas encore compétitive. Il y a une autre compétition, mais ça ne reflète pas la physionomie des matchs parce que vu le match, nous on a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, on les a ratés. On reçoit un but à 45 minutes. Deuxième mi-temps, l'arbitre siffle un pénalty très douteux. C'est ce qui nous a tués. Et le temps où nous on gérait le match parce qu'on n'est pas encore sur nos jambes. On reçoit encore un 3e but sur une faute individuelle. Donc sur le plan qualité de jeu, on était égal à une équipe qui a 24 matchs sur les jambes. Le stade malien de Bamako peut entrevoir la qualification avec optimisme. Pour cela, le stade doit être costaud en terre marocaine. Souvenez-vous, en 2009, les Blancs écartaient les Marocains dans l'Ittihad Kémisset pour disputer la phase de poule de la Coupe de la Confédération. La suite est connue. Félicitations aux stadistes. Autre pari, autre challenge à relever au programme demain. Le Djoliba AC reçoit demain au stade Modibo Keïta le club africain de Tunis. Pour cette rencontre, les Rouges se disent confiants quant à l'obtention d'un bon résultat à domicile. Abdoul Karim Kaba pour le compte-rendu. Djoliba AC, club africain de Tunisie, est un duel entre un vieux routier et un habitué de compétitions africaines des clubs. Éliminés de la Ligue des Champions, les Rouges veulent se racheter en passant ce cap de tour de cadrage en écartant les Tunisiens. Ça sera difficile, mais pas impossible, surtout que les Djoliba et les clubs africains se connaissent bien. Je pense que c'est un gros quand même challenge qui nous attend dimanche. Parce que le football tunisien quand même est en avance par rapport au football malien sur le plan professionnel. On va essayer quand même de tout faire pour passer cette phase de poule avec beaucoup plus de tranquillité et d'assurance. Premier du championnat national, les joueurs de Djoliba comptent se donner à fond. Cette année, je pense qu'on peut faire quelque chose. On doit bien se placer en défense et bien essayer de faire le premier rideau, nous les attaquants, pour bien contrer l'équipe parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon. Ce n'est pas leur première fois de participer à ça. Donc c'est à nous de bien faire le jeu pour ne pas pouvoir tomber dans leur piège. Le club africain est 6e du championnat tunisien après 23 journées avec 32 points. Lors du dernier match disputé en championnat, les clubistes ont fait match nul, un but partout avec IS Monastir 8e. Djoliba AC, club africain de Tunis, c'est ce dimanche au stade Modibo Keïta à partir de 16h30. Voilà, bonne chance aux Rouges et sortez nombreux pour soutenir votre club malien. Point final à ce journal. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'esprit avec vous. On ne vous oublie pas. Merci et bonsoir.